Pendant plus de 2 siècles, le Japon a maintenu un ordre féodal fermé, hiérarchique et strictement contrôlé. Le pouvoir effectif résidait dans le shogun, tandis que l'empereur conservait un rôle rituel. L'isolement n'était pas une faiblesse, mais une politique délibérée de l'État. Cet équilibre a été brisé en 1853, lorsque la pression étrangère a forcé l'ouverture du pays. En à peine une génération, le Japon a démantelé le féodalisme, adopté l'industrie et l'armement occidentaux, et construit un État centralisé avec des ambitions impériales. Ce nouveau pouvoir s'est déployé selon une logique extrême. En tant qu'allié de l'Allemagne nazie, l'Empire japonais a mené son expansion en Asie par des occupations marquées par une répression systématique, des exécutions de prisonniers et de la violence contre les civils. En Chine, ces pratiques comprenaient des massacres à grande échelle et des programmes secrets tels que l'unité 731, dédiée à l'expérimentation médicale sous contrôle militaire. Ce ne furent pas des épisodes marginaux, mais faisaient partie du fonctionnement régulier de l'État, avec une brutalité qui, sur plusieurs fronts, était égale ou supérieure à celle du régime nazi. Ce documentaire examine comment cette machinerie de violence a été construite et pourquoi de nombreuses responsabilités n'ont jamais été assumées. Du Japon féodal à l'État militariste, l'ascension de l'Empire cruel. Sous le gouvernement du shogunat Tokugawa, le Japon a adopté une structure féodale centralisée dans laquelle le shogun concentrait le pouvoir militaire et politique, tandis que l'empereur était relégué à un rôle symbolique lié à la sphère spirituelle. Le pays était organisé en fiefs administrés par des daimyo subordonnés au shogun, formant le système Bakuhan. Dans cet ordre social hiérarchique, les castes étaient distribuées avec précision. Les samouraïs au sommet en tant que classe guerrière, suivis par les paysans, les artisans et les marchands. Sous ce régime, une politique stricte d'isolement, connue sous le nom de sakoku, a été imposée, interdisant l'entrée d'étrangers, expulsant les missionnaires et fermant le pays à toute influence extérieure. La présence chrétienne a été éliminée et la sortie et l'entrée des personnes ont été méticuleusement réglementées. Cet isolement a duré plus de 2 siècles, consolidant un système interne rigide et relativement stable, jusqu'à ce qu'en 1853, l'arrivée de la flotte du commodore américain Matthew Perry force l'ouverture des ports japonais et mette fin à l'isolement avec la signature ultérieure du traité de Kanagawa. L'interruption abrupte de la politique de Sakoku a signifié un choc profond pour un pays qui s'était délibérément maintenu fermé au monde. Dans cette structure féodale, les samouraïs ou bushi suivaient un code éthique appelé Bushido. Ce code régissait leur conduite à travers des principes de loyauté, d'honneur, de droiture, de courage et de disposition au sacrifice personnel. Le Bushido ne fonctionnait pas seulement comme un code militaire, mais comme un guide moral définissant l'identité du guerrier et sa relation avec le pouvoir. Ainsi, le système Tokugawa s'est maintenu sur la combinaison d'un ordre social rigide, d'un pays isolé et d'un idéal guerrier qui façonnait la conduite de ceux qui maintenaient le contrôle armé de l'État. La restauration Meiji, commencée en 1868, marqua l'effondrement définitif du féodalisme sous le régime du shogun et restaura le pouvoir de l'empereur Meiji. C'est la couronne impériale, renouvelée après des décennies de décadence du shogunat, qui assuma l'autorité formelle de l'État, bien qu'une grande partie du pouvoir resta entre les mains d'une nouvelle élite dirigeante prête à moderniser le Japon. Le vieux système basé sur les fiefs féodaux ou han et le code des samouraïs furent abolis et en 1871, les fiefs furent remplacés par des préfectures sous administration centrale. Immédiatement, le Japon entreprit un chemin d'occidentalisation. Il adopta des technologies, des méthodes de production et des institutions inspirées de l'Occident. La transformation industrielle fut rapide, la fabrication fut encouragée, avec un développement particulier de l'industrie du coton et de la soie. Des usines et des chantiers navals furent construits. Des infrastructures urbaines, des chemins de fer et des réseaux de transport se développèrent, et des investissements privés furent soutenus par l'État. Cette impulsion posa les bases d'une économie capitaliste moderne, remplaçant l'ancien ordre agraire. Parallèlement, l'État réorganisa son appareil militaire. En 1871, une armée nationale fut créée, et peu après, le service militaire obligatoire fut instauré pour tous les hommes adultes. La nouvelle force armée, réorganisée selon des principes européens, élimina le monopole militaire détenu par l'ancienne caste des samouraïs.
Ainsi, le pouvoir militaire dépendit désormais de l'État central et de l'empereur, et non plus des seigneurs féodaux. Politiquement et socialement, la Restauration impliqua une ouverture. La suppression des privilèges héréditaires permit une plus grande mobilité sociale, les citoyens, sans distinction de fief ou de classe, pouvant participer à une structure étatique moderne. De plus, des réformes fiscales et foncières furent introduites, ainsi qu'un système éducatif national inspiré de modèles occidentaux. Ainsi, le Japon fit un virage radical, se transformant en quelques décennies en une nation unifiée, industrialisée, avec une armée moderne et des institutions politiques et économiques adaptées pour rivaliser avec les puissances occidentales. L'impulsion donna de la confiance au Japon vers la fin du XIXe siècle. En 1895, la victoire du Japon sur la Chine lors de la première guerre sino-japonaise représenta un tournant dans l'équilibre des puissances en Asie de l'Est. Le conflit, centré sur la dispute de l'influence sur la Corée, se termina par des défaites décisives pour l'armée et la marine chinoise. Après la bataille du fleuve Yalu et la chute de positions fortifiées comme Port Arthur et Weihaiwei, la Chine fut obligée de reconnaître l'indépendance de la Corée et de céder au Japon des territoires comme Taïwan, les îles Pescadores et la péninsule de Liaodong. Le traité qui conclut la guerre imposa également des indemnités énormes à la Chine. Pour le Japon, cette victoire confirma l'efficacité de sa modernisation militaire et politique et marqua son émergence en tant que puissance régionale dominante. Moins d'une décennie plus tard, le conflit avec une puissance européenne, la guerre russo-japonaise de 1904, consolida encore ce nouveau statut. Le Japon, avec son armée moderne et sa marine professionnelle, affronta la Russie pour l'influence en Corée et en Mandchourie. Le conflit comprenait des combats terrestres en Mandchourie et des affrontements navals décisifs, dont la défaite de la flotte russe dans le détroit de Tsushima. Après la victoire, la Russie fut forcée de négocier la paix, ce qui confirma l'hégémonie émergente du Japon en Extrême-Orient. Ces deux victoires militaires ont non seulement permis au Japon d'acquérir des territoires et un pouvoir stratégique, établissant sa domination sur la Corée et une influence croissante dans la région, mais elles ont également généré un fort sentiment de fierté nationale et de supériorité. La modernisation rapide, combinée au succès face aux puissances asiatiques et européennes traditionnelles, a alimenté la conviction que le Japon avait surmonté son passé féodal et assumait un rôle de leadership civilisationnel en Asie. Cette nouvel horizon a ensuite impulsé des politiques expansionnistes et une réinterprétation nationaliste du rôle du Japon dans le monde. En 1919, lors de la conférence de paix visant à redéfinir l'ordre mondial après la Première Guerre mondiale, la délégation japonaise proposa une clause d'égalité raciale, reconnaissant formellement toutes les nations et leurs citoyens comme égaux devant les traités internationaux. Malgré le soutien majoritaire des pays présents, la clause fut rejetée par les puissances occidentales, en particulier la Grande-Bretagne et son dominion, l'Australie, et annulée par la décision du président de la conférence, laissant au Japon l'impression que, bien qu'il ait contribué à la victoire, il n'était pas considéré comme un égal. Ce refus public du principe d'égalité raciale fut perçu comme une insulte nationale. En 1922, le traité naval de Washington fut signé dans le but de limiter les flottes de guerre après la Première Guerre mondiale. Selon ce traité, le Japon se vit attribuer une part inférieure en comparaison avec les puissances occidentales, tandis que les États-Unis et le Royaume-Uni pouvaient se maintenir respectivement 18 et 22 navires de ligne, le Japon était limité à 10. Cette restriction fut perçue comme une nouvelle manifestation d'inégalité. Malgré sa modernisation, son armée et sa marine nationale, le pays était délibérément relégué en statut naval face à l'Occident. En même temps, aux États-Unis, des lois anti-immigration furent renforcées, interdisant l'entrée des Asiatiques, y compris des Japonais, consolidant un rejet institutionnalisé de leur race qui résonna également au Japon comme une humiliation internationale. Ce rejet généralisé alimenta un profond ressentiment. L'usure de la dignité nationale perçue, l'injustice raciale et les limitations imposées de l'extérieur contribuèrent à la naissance d'un nationalisme japonais croissant. Une conviction collective commença à se former. Le Japon devait s'affirmer comme une puissance, exiger le respect et ne plus accepter d'être traité comme second face aux pays occidentaux.
Dans les années 1920, le Japon a connu une agitation politique marquée par des crises économiques précoces et des changements fréquents de gouvernement. La soi-disant crise financière Showa de 1927 fut un coup dur. Une panique bancaire provoqua la chute de dizaines de petites banques, entraînant la démission du gouvernement du Premier ministre en place et consolidant le pouvoir des grands conglomérats financiers ou zaibatsu sur le secteur bancaire. Cette période d'instabilité coïncida avec le début d'une crise mondiale plus profonde, la Grande Dépression qui commença après le krach boursier de 1929 aux États-Unis. Son impact fut grave à l'échelle mondiale, chute de la production, faillite bancaire, effondrement du commerce international et augmentation massive du chômage. Pour le Japon, la Grande Dépression signifia une pression accrue sur une économie déjà fragile, aggravant les tensions sociales et politiques. L'effondrement économique mondial affaiblit la confiance du public dans les gouvernements démocratiques et libéraux, accélérant les processus de crise institutionnelle. La combinaison de la crise économique, de la faiblesse des gouvernements civils et de la domination économique des zaibatsu érodait la stabilité politique du pays. Ce conglomérat de facteurs, mêlant une instabilité interne, une crise financière nationale et une dépression mondiale sans précédent, créa un terreau fertile pour la montée de ressentiments, la polarisation sociale et une ouverture à des projets nationalistes et militaristes, jetant ainsi les bases d'un virage vers des gouvernements plus autoritaires. Au sein de la haute direction militaire japonaise, un appétit pour le pouvoir ultranationaliste commença à se développer, en particulier dans l'armée de Kwantung, qui n'avait pas encore de soutien populaire. Cette fracture entre le gouvernement et l'armée poussa les généraux impériaux à agir selon leurs propres ambitions. Dans la nuit du 18 septembre 1931, une section du chemin de fer sous contrôle japonais, le South Manchuria Railway, fut dynamitée près de la ville de Mukden. L'explosion fut minime, au point que la voie ferrée subit à peine de dommages et qu'un train passa quelques minutes plus tard sans problème majeur. Cependant, l'attentat fut immédiatement attribué à des insurgés chinois, bien que les officiers de l'armée japonaise savaient qu'ils étaient eux-mêmes responsables de l'attaque dans le but de créer une excuse pour intervenir militairement. Le lendemain, l'armée de Kwantung, stationnée en Mandchourie, commença l'occupation de Mukden. Bien que le gouvernement civil de Tokyo n'ait pas autorisé d'opération offensive, les commandants militaires sur le terrain avaient déjà décidé qu'ils devaient agir d'eux-mêmes. En quelques mois, les troupes japonaises se déployèrent le long de la ligne ferroviaire, étendirent leur contrôle à d'autres zones de la Mandchourie et démantelèrent les structures provinciales chinoises. En octobre 1931, des autorités fantômes étaient déjà apparues dans plusieurs provinces de Mandchourie. En février 1932, l'occupation se consolida avec la création de l'État satellite du Manchukuo, sous le contrôle effectif de l'Empire japonais, bien que nominalement séparé de la Chine, utilisant un ancien empereur chinois comme symbole formel de légitimité. Cette avancée militaire japonaise, ainsi que l'opération sous fausse bannière de Mukden, mirent en évidence la tension entre les généraux japonais et le gouvernement, anticipant ce qui semblait inévitable, un coup d'État. Le 15 mai 1932 marqua un tournant décisif dans l'histoire politique du Japon, lorsqu'un groupe de jeunes officiers de la marine, soutenus par des cadets de l'armée et des éléments civils ultranationalistes liés à la Ligue de la Fraternité du Sang, fit irruption dans la résidence du Premier ministre Inukai Tsuyoshi et l'assassinat. Cet événement, connu sous le nom d'incident du 15 mai, marqua la fin réelle du gouvernement civil au Japon. L'assassinat survint dans un contexte de tensions croissantes entre le pouvoir civil et militaire, après l'occupation de la Mandchourie et l'expansion des forces armées. Avant l'assassinat d'Inukai, des assassinats politiques avaient déjà été organisés par la Ligue de la Fraternité du Sang, visant des figures éminentes de l'élite politique et économique libérale. Bien que ces attentats aient permis d'éliminer 2 cibles, un ancien ministre des Finances et un haut dirigeant d'entreprise, ils n'avaient pas réussi à démanteler le gouvernement, bien qu'ils aient révélé la capacité des groupes ultranationalistes à intimider le pouvoir civil. La réaction publique à l'assassinat d'Inukai fut étonnamment favorable aux assassins. De nombreux citoyens signèrent des pétitions en leur faveur, et le procès qui suivit donna lieu à des peines très légères, ce qui éroda l'état de droit et confirma l'impunité des militaires.
À partir de ce moment, le gouvernement civil cessa d'avoir un réel contrôle. L'appareil militaire commença à dicter la politique intérieure et extérieure et l'influence du militarisme en tant que force dominante dans l'État se consolida. L'expansion asiatique, invasions, massacres et terreurs militaires japonaises. En juillet 1937, après une escarmouche sur le pont de Marco Polo, près de Pékin, l'armée impériale japonaise lança une invasion à grande échelle contre la Chine, marquant ainsi le début formel de la Seconde Guerre sino-japonaise. Avec cette avancée militaire, le Japon déploya ses forces vers le nord et l'est du pays, dans le but de soumettre politiquement la République de Chine et d'étendre son domaine territorial. Le conflit, qui dura jusqu'en 1945, devint le principal front de ce qui allait devenir plus tard la guerre du Pacifique. L'invasion n'était pas simplement une opération limitée. Les troupes japonaises lancèrent une offensive généralisée, capturant des villes clés et provoquant une escalade brutale du conflit. Après avoir pris Shanghai et avancé vers l'intérieur des terres, l'armée japonaise poursuivit sa progression vers Nankin, où elle commettra un massacre systématique contre la population civile et les combattants. Au fur et à mesure de l'occupation, le commandement militaire japonais adopta la doctrine de la terre brûlée connue sous le nom des Trois Tous. Tuer tout, brûler tout et piller tout. Cette politique, conçue à l'origine comme une stratégie contre la résistance interne, impliquait une destruction indiscriminée des villages, des meurtres de masse, des pillages et la destruction des ressources. Dans la pratique, cela signifiait une guerre d'extermination contre la population civile chinoise. Maisons, villages, cultures ou infrastructures, tout était détruit ou confisqué. L'utilisation de cette doctrine reflétait la radicalisation croissante du militarisme japonais, prêt non seulement à vaincre militairement la Chine, mais aussi à la soumettre par la terreur et le dénuement. Au-delà des victoires tactiques, l'invasion de 1937 et les campagnes qui suivirent démontrèrent que le Japon ne cherchait plus simplement des annexions limitées. Il visait une occupation totale, un contrôle absolu du territoire et la soumission de la population sous son domination. Cette phase du conflit marqua le tournant où l'expansion japonaise se transforma en une agression massive et systématique, avec des conséquences catastrophiques pour des millions de civils. Ce fut le prélude au Japon ultra-expansionniste et brutal, qui se consoliderait dans les années suivantes, façonnant ainsi les atrocités de la guerre à grande échelle en Asie. Un exemple clair de cela se produisit le 13 décembre 1937, lorsque, après la chute de Nankin devant les troupes japonaises, un vaste bain de sang commença. Pendant les 6 semaines suivant l'entrée de l'armée dans la ville, les soldats japonais déchaînèrent une violence systématique contre les prisonniers de guerre, les combattants désarmés, les civils, y compris les femmes, les personnes âgées et les enfants. Le massacre inclut des exécutions de masse, des tortures, des pillages, des incendies, des viols généralisés et des déportations à des fins de pillage. De nombreuses femmes furent violées. De nombreux témoignages documentent des agressions sexuelles en groupe sans distinction d'âge. Jeunes filles, femmes adultes, personnes âgées, certaines même enceintes. Des cas de violence extrême furent rapportés, des viols suivis de mutilations, des meurtres arbitraires, de la violence sexuelle accompagnée de meurtres, dans un contexte d'impunité totale. Le pillage et la destruction accompagnèrent la violence. Des quartiers résidentiels, des bâtiments civils, des commerces furent incendiés. Des aliments, des effets personnels et des biens furent volés. Les troupes pillèrent et détruisirent des quartiers entiers, tandis que la population civile subissait la terreur d'une occupation impitoyable. L'un des épisodes les plus atroces fut le soi-disant concours de décapitation mené par des officiers japonais. Selon les récits de l'époque, certains soldats s'affrontaient pour savoir qui tuerait le plus vite avec le sabre japonais ou katana. Cette compétition fut prise en compte lors des procès pour crimes de guerre ultérieurs. Les exécutions ne se limitèrent pas aux combattants chinois. De nombreux prisonniers de guerre furent exécutés sommairement, sans jugement, et de nombreux civils furent tués sous des accusations arbitraires, comme le prétendu déguisement en soldats ou la simple suspicion. Les estimations sur le nombre total de victimes varient. Selon certaines sources, entre 100 000 et 200 000 personnes furent tuées. D'autres estimations, en particulier dans l'historiographie chinoise, portent le chiffre à plus de 300 000. Après des semaines d'horreur, la violence commença finalement à diminuer au début de 1938, lorsque les troupes japonaises affirmèrent avoir rétabli l'ordre dans la ville.
Mais jusqu'à ce moment-là, Nankin avait été soumise à une campagne systématique de terreur, de violence et de déshumanisation. Meurtres de masse, viols collectifs, tortures cruelles, pillages et destruction indiscriminée de maisons et d'infrastructures. Mais la vérité est que ce n'était que le début d'un modus operandi qui se répéterait durant la décennie suivante. Après l'invasion japonaise de vastes régions d'Asie, les forces de l'armée impériale étendirent une politique de répression et de violence qui affecta à la fois les zones urbaines et rurales. Dans de multiples territoires occupés, en particulier en Chine, en Corée et en Asie du Sud-Est, des massacres systématiques de civils furent documentés, dans lesquels des soldats japonais exécutaient des hommes, des femmes et des enfants sous des accusations arbitraires ou en représailles à des activités de guérilla. Ces actions incluaient des meurtres de masse, des tortures, la destruction de maisons et des exécutions sommaires, intégrant un schéma de brutalité qui se manifesta à la fois dans les petits villages et dans les villes densément peuplées. Selon la documentation historique sur les crimes de guerre japonais, les massacres étaient un outil récurrent utilisé pour intimider et soumettre des communautés entières pendant les opérations militaires et l'occupation prolongée. Dans ce cadre de violence, l'une des pratiques les plus répandues fut l'esclavage sexuel organisé par l'armée impériale elle-même, connu sous le nom de système des femmes de réconfort. Dès le début des années 1930 et pendant toute la Seconde Guerre mondiale, le Japon établit un réseau de bordels militaires appelé stations de réconfort, où des femmes et des filles provenant de divers territoires occupés étaient amenées. Les victimes venaient principalement de Corée, de Chine et des Philippines, bien qu'il y ait aussi eu des cas documentés en Indonésie, à Taïwan et dans d'autres régions sous domination japonaise. Les femmes étaient recrutées par tromperie, coercition ou directement par enlèvement. Une fois transférées dans les installations, elles étaient soumises à des viols répétés, des abus physiques et des conditions de confinement. Beaucoup ne pouvaient pas quitter les bordels et la soumission physique était constante en raison de l'obligation de satisfaire un grand nombre de soldats chaque jour. Le système était administré de manière hiérarchique par l'armée qui contrôlait le transfert, l'enregistrement, la surveillance et la répartition des femmes dans les différentes zones d'occupation. Les conditions de vie dans ces stations étaient extrêmement dures, manque de soins médicaux appropriés, violences physiques, punitions sévères en cas de résistance et exposition constante aux maladies. De nombreuses victimes moururent des suites d'infections, de grossesses forcées, de tortures ou d'exécutions. Celles qui réussirent à survivre durent ensuite faire face à la stigmatisation sociale, au traumatisme psychologique et à la négation répétée des faits par certains secteurs du gouvernement japonais pendant des décennies après le conflit. L'ampleur totale du système d'esclavage sexuel reste un sujet de recherche, mais diverses estimations historiques indiquent que des dizaines de milliers de femmes et probablement des centaines de milliers passèrent par ces stations de réconfort. Cette politique sexualisée de guerre faisait partie intégrante des stratégies militaires japonaises et se développait parallèlement aux massacres qui frappaient à la fois les villes et les zones rurales de toute la région occupée. Aux Philippines, l'invasion commença presque simultanément avec l'attaque de Pearl Harbor. Les défenses s'effondrèrent en quelques semaines et la population fut placée sous l'autorité militaire japonaise. La répression, présente dès les premiers jours, s'intensifia au fur et à mesure que la guerre avançait. Avec le retour des forces américaines en 1945, la violence atteignit son point culminant lors du massacre de Manille. Pendant les mois de février et mars, les troupes japonaises menèrent des exécutions massives de civils, des incendies délibérés, des bombardements aveugles dans des zones urbaines et des actes de terrorisme systématiques. Femmes, enfants, personnes âgées et malades furent assassinés sans distinction. Des quartiers entiers furent rasés, des hôpitaux et des refuges furent attaqués et de nombreux civils furent exécutés dans leurs propres maisons. La ville fut pratiquement détruite, transformée en un champ de ruines où la cruauté se manifestait dans chaque rue. Comme en Mandchourie et dans les autres régions chinoises, l'occupation impliqua également l'esclavage sexuel de femmes et de filles philippines sous le système des femmes de réconfort. Pendant ce temps, en Malaisie, l'offensive japonaise progressa rapidement depuis le nord vers la péninsule. Les forces britanniques ne purent contenir la combinaison de tactiques terrestres agressives, d'infiltration dans les jungles et de domination aérienne. En quelques semaines, des villes clés tombèrent les unes après les autres. Après l'occupation, la population se retrouva soumise à un régime de contrôle strict.
la police militaire japonaise établit un réseau de surveillance comprenant des détentions arbitraires, des interrogatoires sous torture, des exécutions publiques et des punitions collectives. Des communautés entières, notamment celles d'origine chinoise, furent prises pour cible de représailles jugées préventives ou punitives, accusées de collaborer avec les mouvements anti-japonais. La vie quotidienne en Malaisie fut marquée par une peur constante. Les civils évitèrent de sortir la nuit, les marchés furent soumis à des contrôles stricts et la pénurie de nourriture s'aggrava à cause des confiscations forcées destinées à approvisionner l'armée. La présence de patrouilles armées et le pouvoir absolu de la police militaire faisaient que toute suspicion, délation ou simple malchance pouvait se transformer en une sentence de mort. En Indonésie, la chute des Indes orientales néerlandaises fut encore plus rapide. Le Japon, conscient de la richesse pétrolière et agricole de l'archipel, organisa une invasion qui défie les forces coloniales en moins de 3 mois. Au début, certains secteurs nationalistes interprétèrent l'arrivée japonaise comme une opportunité de se libérer de la domination néerlandaise. Cette perception changea brusquement lorsque la véritable nature du régime d'occupation devint évidente. Le recrutement forcé de travailleurs, connu sous le nom de Romusha, devint l'une des pratiques les plus dévastatrices. Des millions d'Indonésiens furent contraints de travailler sur des routes, des chemins de fer, des aérodromes et des fortifications militaires. Les conditions étaient inhumaines. Journées épuisantes, manque de nourriture, maladies sans traitement et punitions physiques brutales. La mortalité fut extrêmement élevée, surtout parmi ceux qui furent transférés hors de Java, vers des îles isolées ou même vers d'autres territoires occupés. Dans de nombreux cas, seule une fraction minime des déportés survécut à la guerre. Malgré l'attitude générale des forces armées impériales, il est évident que le Japon avait décidé de transformer la cruauté en une forme stable de guerre, ce qui devint clair lorsqu'il institutionnalisa la brutalité dans les sinistres programmes d'expérimentation humaine. Unité 731, l'industrialisation de l'horreur. La Unité 731 a été formellement créée en 1936, sous le commandement du lieutenant-général Shiro Ishii, comme faisant partie d'un laboratoire de l'armée japonaise. Sa base principale était située dans le district de Pingfang, en périphérie de la ville de Harbin, en Mandchourie, sous contrôle japonais. Sous sa façade publique, l'unité 731 avait pour mission de mener des recherches sur les maladies infectieuses, de prévenir les épidémies et d'assurer l'approvisionnement en eau potable, des tâches présentées comme des contributions scientifiques et sanitaires pour la population du territoire occupé, une couverture destinée à légitimer son existence auprès des autorités et des civils, tout en dissimulant son véritable objectif. Mais en réalité, l'unité 731 fonctionnait comme un programme secret de développement d'armes biologiques et de guerre bactériologique à des fins militaires. Des expériences létales sur des humains y ont été menées, principalement des prisonniers de guerre, des civils opposés à l'Empire et des déportés, qui ont été soumis à des vivisections sans anesthésie, à des infections délibérées avec la peste bubonique, le choléra, le typhus et d'autres maladies, ainsi qu'à une exposition à des armes chimiques, des amputations, des tests extrêmes de conditions environnementales, ainsi que des expérimentations de bioarmes comprenant la libération intentionnelle d'agents pathogènes dans des populations civiles. C'était une usine de mort conçue pour tester la viabilité des armes de destruction massive. L'activité de l'unité 731 a été, dès ses débuts, un secret jalousement gardé par l'armée impériale. Officiellement, elle a été maintenue sous le nom de « Département de prévention des épidémies et de purification de l'eau de l'armée du Kwantung », masquant son véritable objectif derrière une façade sanitaire. La base principale de l'unité 731 était située dans le district de Pingfang, près de Harbin, en Mandchourie occupée. Le complexe couvrait environ 6 km² et comprenait plus de 150 bâtiments. Parmi ces bâtiments se trouvaient des laboratoires, des usines, des bâtiments administratifs, des installations pour l'élevage d'agents biologiques, des entrepôts, ainsi que ce qui fonctionnait comme des prisons et des camps d'expérimentation. À l'intérieur, on trouvait des dizaines de salles spécialisées, des laboratoires chimiques et biologiques pour cultiver des agents pathogènes, des conteneurs et des récipients pour élever des puces infectées, des chaudières et du matériel pour produire des substances chimiques et bactériologiques,
ainsi que des installations spécialement conçues pour des expériences sur des humains, notamment des salles de vivisection, des chambres de congélation, des morgues provisoires, des blocs opératoires expérimentaux et probablement des isolateurs pour les épidémies. Il y avait également des crématoriums ou incinérateurs destinés à se débarrasser des restes afin de dissimuler les preuves. Le complexe était conçu pour fonctionner comme une installation autonome. Il disposait de sa propre structure logistique, d'un stockage de fournitures et d'une distribution interne en divisions, parmi lesquelles une unité médicale, une unité administrative et une unité de matériel, ce qui montre son caractère militaire et organisationnel. Le personnel impliqué était vaste et diversifié. Médecins, microbiologistes, chimistes, chirurgiens, techniciens de laboratoire, infirmières, gardes militaires, officiers de l'armée et personnel administratif. À la fin de la guerre, une liste officielle a été révélée, incluant des milliers de noms, plus de 3600 membres du département responsable, avec leurs grades et fonctions, ce qui montre que l'unité 731 n'était pas une petite cellule clandestine, mais une structure institutionnelle complexe au service de l'armée. Dans son organigramme, la direction était assurée par le médecin militaire en charge, tandis que les divisions médicales dirigèrent les expériences de biologie et de bactériologie, les divisions techniques s'occupaient des processus de production d'agents létaux, et les divisions de sécurité et d'administration contrôlaient les prisonniers, la logistique et la documentation. Le complexe était conçu pour rendre sa destruction difficile, à partir de structures solides, de multiples bâtiments satellites et d'une localisation en territoire occupé, qui permettait à l'armée de maintenir le contrôle. C'est pourquoi, bien qu'à la fin de la guerre des tentatives aient été faites pour détruire les preuves, une grande partie des constructions ont survécu et certaines ont été reconverties, bien que beaucoup d'autres aient été démolies ou réutilisées. Pour l'univers civil ou militaire sans accès classifié, l'unité 731 fonctionnait avec l'infrastructure d'un petit village ou d'une installation militaire, mais la réalité qui existait à l'intérieur de ces murs transformait ce qui était officiellement un centre sanitaire en un centre de développement de la guerre biologique de masse. Les victimes utilisées dans les expérimentations de l'unité 731 provenaient de divers territoires occupés et de groupes considérés comme jetables par l'armée impériale japonaise. La plupart étaient des civils chinois, capturés lors de rafles massives menées dans les villages et villes de Mandchourie et d'autres zones sous contrôle japonais. Ces rafles incluaient des paysans, des travailleurs, des commerçants et des familles entières, qui étaient arrêtés sans preuve ni procédure légale. Il suffisait d'une simple suspicion de déloyauté ou de la présence dans une zone surveillée pour être arrêtés et transportés à Pingfang. Dans de nombreux cas, les victimes étaient accusées d'espionnage sans aucune preuve, cette accusation permettant aux militaires de justifier leur disparition et de les soumettre à des expérimentations. Avec la population chinoise, des Coréens et des Mongols ont également été emmenés, également soumis à l'occupation japonaise et utilisés comme matériaux humains pour les recherches biologiques. La discrimination raciale exercée par l'armée contribuait à ce que ces groupes soient considérés comme aptes pour les expériences, en particulier celles liées aux maladies infectieuses ou aux tests de résistance physique extrême. Parmi les victimes se trouvaient également des prisonniers soviétiques, capturés lors des affrontements frontaliers avant la Seconde Guerre mondiale. Ces prisonniers étaient considérés comme des ennemis militaires ayant une valeur stratégique pour les études expérimentales, en particulier pour les tests de résistance au froid, les armes biologiques et les analyses physiologiques sous torture. La présence de soviétiques dans les laboratoires reflétait l'étendue des nationalités utilisées comme sujet de test et l'intention japonaise d'obtenir des informations utiles militairement. L'attitude des membres de l'unité 731 envers les victimes était reflétée dans le langage interne qu'ils utilisaient. Au lieu de les désigner comme des êtres humains, ils employaient le terme « marutas », qui signifie « tronc ». Ce nom n'était pas anodin. Il répondait à la façade institutionnelle du complexe, présenté officiellement comme un scierie ou une installation de recherche sanitaire travaillant avec des matériaux inanimés. En interne, l'utilisation de ce terme visait à déshumaniser les prisonniers et permettre aux médecins, techniciens et militaires d'opérer sans restrictions éthiques. Selon les témoignages recueillis ultérieurement, ce mot était couramment utilisé pour désigner les personnes soumises à des vivisections, à des infections délibérées, à des amputations, à des congélations et à des expérimentations létales.
Les pratiques comprenaient des procédures conçues pour provoquer des dommages directs et observer la destruction progressive du corps humain. Les vivisections sans anesthésie étaient une méthode récurrente. Le torse des prisonniers était ouvert pour examiner les organes internes en fonctionnement, étudier l'évolution des infections ou mesurer la réaction aux blessures délibérément infligées. Pendant ces interventions, des extractions d'organes étaient effectuées, les poumons, le foie ou des portions du tractus digestif étant retirées pour étudier la dégradation physiologique en temps réel. Les amputations contrôlées constituaient une autre ligne de recherche. Des bras ou des jambes étaient coupés pour mesurer la perte de sang ou le choc, et parfois les membres étaient réimplantés dans des positions inversées pour observer si le tissu survivait ou comment réagissait le système circulatoire. La congélation extrême suivait un protocole tout aussi minutieux. Les membres étaient immergés dans de l'eau glacée jusqu'à ce que la peau cristallise, puis le membre congelé était frappé pour évaluer les fractures et la dégradation des tissus. Les infections délibérées constituaient le centre du programme d'armes biologiques. Les prisonniers étaient inoculés avec la peste bubonique, l'anthrax, le choléra et le typhus, soit par injection directe, soit par des puces infectées relâchées dans des cellules, ou par l'exposition à des aérosols bactériens conçus pour simuler des attaques en plein air. Ces tests permettaient de mesurer la vitesse de propagation, la mortalité et l'efficacité militaire de chaque agent pathogène. Le complexe comprenait également des chambres de pression, où les sujets étaient exposés à des variations brusques qui provoquaient des ruptures internes, l'éclatement des organes et des explosions oculaires dues à des changements extrêmes de pression atmosphérique. Dans d'autres salles, des expériences avec le feu étaient réalisées, des jets de lance-flammes étant appliqués sur le corps pour étudier les brûlures, les niveaux de choc et la résistance avant la mort. La malnutrition et la déshydratation extrême étaient appliquées à des prisonniers de tous âges, y compris des enfants et des nourrissons, afin d'observer les effets progressifs de la faim, de l'épuisement et de la défaillance organique. Le poids, le rythme cardiaque, la fonction rénale et l'état mental étaient enregistrés jusqu'à l'instant final. Le programme incluait également des tests d'armes chimiques, exposant les prisonniers à des gaz irritants, des agents vésicants tels que la moutarde et des composés létaux tels que le phosgène, dans le but de mesurer les dégâts causés à la peau, aux poumons et aux organes internes, ainsi que la rapidité avec laquelle les sujets perdaient leur capacité à respirer. Cependant, l'unité 731 ne limita pas ses opérations au laboratoire de Pingfang. Une partie essentielle du programme consistait en des expériences sur le terrain appliquées directement sur la population civile, conçues pour mesurer la véritable capacité des armes biologiques en situation de combat. Ces pratiques ont eu lieu dans des villages chinois occupés, où les chercheurs de l'armée japonaise cherchaient à évaluer la propagation des maladies, la rapidité de l'infection et la létalité de divers agents pathogènes. L'une des méthodes les plus utilisées était la contamination délibérée des puits d'eau, dans lesquels étaient versées des cultures de bactéries telles que le choléra, le typhus ou la dysenterie. Les villages infectés tombaient généralement malades en quelques jours, permettant aux médecins militaires d'observer l'évolution des épidémies depuis leur premier stade jusqu'à la mort des victimes. Les rapports internes détaillaient le rythme de l'expansion, l'efficacité du contagion et la résistance de la population locale face à l'absence de traitement. Une autre procédure, plus sophistiquée et dévastatrice, consistait en le lancement de bombes en céramique contenant des puces infectées par la peste bubonique conçues par l'équipe de Shiroishi. Ces bombes étaient larguées sur des zones rurales densément peuplées, où les puces se dispersaient rapidement parmi les villageois et les animaux. Les épidémies résultantes provoquaient des morts massives en peu de temps, générant des épidémies qui étaient ensuite étudiées par les équipes médicales japonaises pour évaluer la viabilité de la peste comme arme biologique. Diverses régions de Chine ont subi ces opérations. Bien qu'il n'existe pas de chiffre unique accepté, les estimations documentées indiquent que des dizaines de milliers de civils sont morts en conséquence directe des infections provoquées par l'unité 731 et d'autres unités associées. Dans certains foyers, les autorités japonaises supervisaient la propagation sans intervenir, permettant à la maladie de suivre son cours pour mesurer sa portée réelle dans une communauté sans défense. Les médecins militaires enregistraient méticuleusement ces informations. Les rapports comprenaient des données sur le nombre de contagions, la mortalité quotidienne,
Les délais entre l'exposition et les premiers symptômes, la vitesse de transmission entre familles et animaux, et la capacité de l'agent pathogène à rester actif dans des conditions de terrain. Ces documents analysaient l'efficacité de chaque opération, comparant les méthodes de dispersion, la charge bactérienne, les saisons et la réponse biologique des victimes. L'objectif était d'optimiser l'utilisation militaire des armes biologiques, en perfectionnant les techniques d'attaque qui pourraient être appliquées ultérieurement lors de campagnes de guerre totale. En plus de l'unité 731, l'armée impériale japonaise exploitait d'autres divisions dédiées au développement d'armes biologiques et chimiques. L'unité 100, également connue sous le nom de unité Boeki, était située près de Changchun et se spécialisait dans les recherches liées aux maladies affectant le bétail et l'agriculture. Sa mission officielle était d'étudier les zoonoses et les épizooties, mais en réalité, elle développait des agents biologiques destinés à détruire les animaux de trait, les chevaux, les mules et le bétail utilisé par les armées ennemies. Ils étudiaient des maladies telles que l'anthrax bovin et la peste équine, en testant l'efficacité de ces pathogènes dans des conditions contrôlées. Pour ce faire, ils utilisaient des prisonniers, principalement des civils chinois, comme vecteurs expérimentaux, tant pour transmettre des maladies depuis des animaux infectés que pour évaluer le potentiel de contagion chez l'homme. Le nombre total de victimes est incertain, mais on estime que des centaines de personnes ont été utilisées dans leurs tests. D'autre part, l'unité 516, située à Kikihar, était le principal centre de développement d'armes chimiques de l'armée japonaise. C'est là que des gaz toxiques tels que la moutarde, la léwisite, le phosgène et d'autres composés irritants étaient produits, ainsi que des bombes chimiques destinées à être utilisées sur le champ de bataille. L'unité menait des expériences directes sur des prisonniers pour évaluer la létalité de différents gaz, les temps d'exposition nécessaires pour provoquer la mort et la résistance physique des sujets. De plus, elle testait des masques à gaz, des vêtements de protection et des méthodes de dispersion. Les prisonniers, qui étaient principalement des civils considérés comme suspects, des paysans arrêtés lors de rafles et, dans certains cas, des soldats ennemis capturés, étaient exposés aux agents chimiques dans des chambres fermées ou dans des zones ouvertes contrôlées. Les victimes de ces tests, selon les archives ultérieures, se comptaient par centaines. Enfin, l'unité 543 opérait dans une zone près de Changchun et faisait partie des programmes avancés de recherche biologique. Ces tâches comprenaient des expériences avec des maladies contagieuses, l'analyse de leur transmission et les tests d'armes conçus pour infecter des régions entières. Elles développaient également des méthodes pour disperser des pathogènes par voie aérienne ou à l'aide de dispositifs spéciaux. Les victimes de l'unité 543 comprenaient des prisonniers de guerre et des civils arrêtés sous des soupçons arbitraires. Bien que la documentation soit incomplète, on estime que cette unité a utilisé un nombre significatif de prisonniers pendant la guerre, poursuivant ses opérations jusqu'à la retraite japonaise de la Mandchourie en 1945. Vers la fin de la guerre, lorsque la défaite japonaise devint inévitable, un ordre général fut donné pour détruire toutes les preuves liées au programme d'armes biologiques. Les installations commencèrent à être explosées, brûlées ou démantelées. Les registres furent détruits, les animaux de laboratoire sacrifiés et les prisonniers encore vivants exécutés pour éviter tout témoin. L'évacuation de Pingfang se fit rapidement, suivant des instructions directes visant à éliminer toute preuve pouvant incriminer l'armée japonaise. Les opérations de destruction de preuves furent si étendues que lorsqu'ils arrivèrent, les soviétiques trouvèrent à peine des matériaux physiques qui révélaient l'ampleur réelle du programme. Au milieu de ce processus, Shiroishi réussit à s'échapper en profitant du chaos de la retraite. Il ne fut ni capturé ni jugé. Sa survie s'explique par la négociation établie entre lui et des représentants américains. Après l'occupation du Japon, les militaires et les scientifiques des États-Unis découvrirent l'existence du programme de guerre biologique japonais et se montrèrent intéressés par les données expérimentales qu'Ishi et son équipe avaient accumulées pendant des années. Pour l'armée américaine, ces archives avaient une immense valeur scientifique et stratégique, particulièrement dans le contexte du début de la guerre froide. Les historiens ayant enquêté sur ces événements ultérieurement s'accordent à dire que les États-Unis ont demandé l'immunité pour les responsables de l'unité 731 en échange de la remise complète des résultats expérimentaux. Cela incluait des rapports sur les infections délibérées,
des enregistrements d'armes biologiques utilisées sur le terrain, des statistiques de létalité, des symptômes, des temps d'incubation, la résistance physiologique humaine face à divers pathogènes, ainsi que des données sur des méthodes de dispersion telles que les bombes à puces infectées ou les aérosols bactériens. L'information couvrait également les résultats des tests sur la congélation extrême, les brûlures, la décompression, les gaz toxiques et l'exposition à des maladies fatales comme la peste bubonique, l'anthrax ou le choléra. Ce que les États-Unis cherchaient, c'étaient des informations qu'ils ne pouvaient pas obtenir légalement, car aucun pays démocratique ne pouvait reproduire des expériences mortelles sur des humains. Les calculs militaires et scientifiques estimaient que les données japonaises étaient, par leur nature, uniques. Les rapports d'Ishii et de son équipe, selon des documents déclassifiés cités par le Smithsonian, furent envoyés directement à l'armée américaine et analysés par des programmes de recherche biologique. Dans le cadre de l'accord, Ishii et la plupart des membres de l'unité 731 reçurent une immunité totale. Aucun des hauts responsables ne fut jugé devant les tribunaux alliés. Certains poursuivirent leur carrière dans des institutions médicales japonaises après la guerre, d'autres travaillèrent dans des laboratoires privés ou des universités. Les seules condamnations significatives furent prononcées par des tribunaux soviétiques, mais les États-Unis refusèrent de participer à toute procédure impliquant Ishii ou son équipe. La guerre contre les États-Unis et l'effondrement de l'Empire japonais. À travers toutes ces méthodes brutales, qu'elles soient conventionnelles ou expérimentales, l'Empire du Japon avait étendu de manière agressive son contrôle sur l'Asie depuis les années 1930, cherchant à sécuriser des ressources naturelles essentielles telles que le pétrole, le caoutchouc et les matières premières pour soutenir son ambition impériale. Cependant, ce n'est qu'après l'occupation de l'Indochine française en 1940 que les puissances occidentales réagirent avec des sanctions économiques. Les États-Unis suspendirent les envois d'avions, de pièces détachées, de carburant pour aviation et d'autres fournitures cruciales. Puis, en juillet 1941, imposèrent un embargo effectif sur le pétrole à destination du Japon. Cette mesure affecta gravement une économie dépendante du pétrole importé et le gouvernement japonais interpréta l'embargo comme une menace directe à sa survie militaire et industrielle. Face à cette situation, le haut commandement japonais décida que la seule façon d'assurer les ressources du Sud, composées des ressources provenant de l'Asie du Sud-Est et de ses colonies, telles que le pétrole et le caoutchouc, était par une attaque préventive visant à neutraliser la flotte américaine du Pacifique. D'autre part, il voulait éviter toute interférence navale des États-Unis dans leur avancée vers les Indes néerlandaises, la Malaisie, les Philippines et d'autres régions riches en ressources. Le plan, approuvé fin 1941, visait un coup de blitz. Détruire en une seule attaque une grande partie de la flotte du Pacifique dans sa base à Hawaï, afin de gagner des mois, voire des années, pour consolider les conquêtes en Asie du Sud-Est avant que Washington ne puisse réagir. Les stratèges japonais calculaient qu'avec la flotte neutralisée, les États-Unis seraient forcés de négocier une paix reconnaissant la nouvelle sphère d'influence japonaise, ou du moins retarderaient leur réponse suffisamment longtemps pour que le Japon puisse consolider ses positions. Au sein de leur haut commandement, il existait la conviction que la guerre serait courte. Ils pensaient qu'une attaque surprise porterait un coup décisif, que le Japon obtiendrait rapidement les ressources nécessaires et que même si les États-Unis entraient dans le conflit, ils mettraient un temps considérable à reconstruire leur capacité navale. Cette perception de la faiblesse américaine et de son incapacité à réagir efficacement dans le Pacifique de manière immédiate justifiait pour eux la décision d'une attaque préventive d'une ambition maximale. Le 7 décembre 1941, la flotte aérienne japonaise attaqua par surprise la flotte américaine stationnée à Pearl Harbor, à Hawaï, coulant ou rendant inutilisables de nombreux navires de guerre. Les Japonais infligèrent un coup dévastateur qui, dans la vision stratégique du haut commandement japonais, ouvrait la voie à leur avancée vers le sud sans obstacle. Après l'attaque de Pearl Harbor, les forces japonaises avancèrent rapidement sur les Philippines, où elles vainquirent les troupes américaines et locales à Bataan et Corregidor. La reddition finale laissa des dizaines de milliers de prisonniers sous contrôle japonais, soumis à des marches forcées, à un enfermement insupportable et à une pénurie extrême dans les camps de détention.
L'administration militaire réorganisa l'île sous un gouvernement fantoche, limitant les libertés et réquisitionnant les ressources. Simultanément, le Japon lança la campagne de Malaisie, avançant depuis le nord de la péninsule jusqu'à la chute de Kuala Lumpur et Johor. L'opération culmina lors de la bataille de Singapour, où plus de 80 000 soldats britanniques, indiens et australiens furent capturés, l'une des plus grandes redditions de l'histoire britannique. Ces prisonniers furent confrontés au travail forcé, au transport inhumain et aux abus systématiques dans les camps. En Malaisie et à Singapour, l'administration militaire appliqua des mesures strictes de contrôle, y compris des représailles contre les communautés jugées hostiles. Plus au sud, le Japon occupa les Indes orientales néerlandaises, capturant rapidement les principales îles de l'archipel. L'administration japonaise dissout les institutions néerlandaises, réquisitionna les ressources pétrolières et agricoles et utilisa des milliers de prisonniers, tant néerlandais que civils locaux, comme main-d'œuvre pour des projets militaires. Dans de nombreuses régions, des travaux forcés à grande échelle furent mis en place, accompagnés de violences et d'abus. En Birmanie, les forces japonaises battirent les troupes britanniques et indiennes et établirent un gouvernement militaire visant à sécuriser les routes vers l'Inde et à couper les approvisionnements chinois. L'occupation entraîna le recrutement de civils pour des travaux obligatoires et l'imposition de contrôles sévères sur la population, menant à des pratiques totalement inhumaines. L'une des atrocités les plus documentées fut la marche de la mort de Bataan, qui débuta après la reddition des forces américaines et philippines en avril 1942. Entre 75 000 et 78 000 prisonniers furent contraints de parcourir, sous une chaleur extrême, entre 60 et 100 kilomètres sans eau potable ni nourriture suffisante. Beaucoup étaient blessés ou malades, et ceux qui tombaient au sol étaient battus, poignardés ou exécutés sur le champ. Tout au long du trajet, des épisodes de meurtres de masse furent enregistrés, tels que des fusillades de centaines d'officiers philippins, en plus des passages à tabac, des écrasements délibérés par des véhicules militaires, des pillages systématiques et l'interdiction absolue de boire de l'eau provenant des puits ou des ruisseaux proches. À leur arrivée à San Fernando, les survivants furent entassés dans des wagons fermés, sans ventilation, dans un transport qui causa de nouvelles morts par asphyxie, déshydratation et épuisement. On estime qu'entre 10 000 et 18 000 prisonniers moururent seulement pendant la marche, un chiffre qui augmenta par la suite dans les camps de détention en raison de maladies, de malnutrition et de mauvais traitements. Parallèlement, dans diverses villes occupées, les forces japonaises commirent des massacres urbains comme méthode de contrôle et de terreur. L'un des cas les plus extrêmes fut le massacre de Manille, où environ 100 000 civils périrent dans des exécutions, des incendies criminels, des tortures, des viols et des actions indiscriminées contre des quartiers entiers. Dans d'autres villes capturées, un schéma de meurtre systématique, de pillage, de destruction de logements et de châtiments collectifs fut répété, sans distinction entre combattants et civils. La répression incluait des détentions arbitraires, une violence sexuelle de masse et l'élimination de communautés entières sous des soupçons infondés de collaboration avec les forces alliées ou les mouvements de résistance. Pendant l'expansion, l'utilisation de civils comme boucliers humains fut également documentée, les obligeant à rester dans des bâtiments, sur des ponts ou des routes où des bombardements ou des combats étaient attendus. Cette pratique visait à réduire la réponse militaire ennemie et à protéger les positions japonaises, sacrifiant délibérément la population locale. Dans de nombreux cas, les civils furent retenus de force ou exécutés s'ils tentèrent de fuir. Mais les Alliés ne se laissèrent pas intimider par les pratiques brutales de l'Empire du Soleil levant. Dès 1942, après avoir stoppé l'offensive japonaise lors de batailles navales telles que celle de Midway, les forces alliées, principalement américaines, mirent en place une stratégie systématique pour reconquérir du territoire dans le Pacifique, la tactique du Island Hopping. Cette stratégie consistait à éviter les fortifications les plus solides de l'ennemi en sautant d'île en île, prenant des objectifs intermédiaires stratégiques, souvent dotés de défenses faibles, pour ensuite consolider des bases aériennes et navales permettant d'avancer progressivement vers le Japon. Parmi les premières grandes batailles figure la campagne de Guadalcanal en 1942, puis celle de Tarawa, Saipan, la légendaire bataille d'Iwo Jima et enfin le coup décisif à Okinawa.
La chute de ces îles permit aux États-Unis de se rapprocher dangereusement de l'archipel japonais, de consolider des routes d'approvisionnement, de lancer des bombardements stratégiques et de préparer une future invasion directe si le Japon ne se rendait pas. Face à cette avancée, la défense japonaise adopta des mesures extrêmes pour entraver le progrès allié. Ses troupes eurent recours à la tactique suicidaire connue sous le nom de charge Banzai, composée d'attaques en vagues humaines, avec des cris de guerre, lancés contre les lignes ennemies dans le but d'infliger des pertes et de briser le moral, surtout lorsque la défaite semblait inévitable. De plus, là où ils le pouvaient, les défenseurs se retranchaient dans des bunkers, des tunnels et des structures fortifiées cachées sous terre ou dans des terrains élevés, transformant de nombreuses îles en labyrinthes de défense où chaque centimètre devait être conquis au corps à corps. Cette guerre de position, combinée à des défenses suicides, rendit les débarquements amphibies et les offensives extrêmement difficiles, multipliant les pertes alliées et prolongeant les campagnes. La bataille d'Okinawa fut la plus sanglante. Là, des dizaines de milliers de soldats japonais, marines, artillerie et défenseurs locaux réquisitionnés résistèrent jusqu'à la fin dans un réseau de bunkers, de grottes et de tunnels. Les pertes furent brutalement élevées des deux côtés. Cette méthode d'avancée progressive, combinée à la résistance suicidaire japonaise, transforma la reconquête du Pacifique en une guerre longue, brutale et extrêmement coûteuse. Mais elle traça le chemin vers la proximité finale des îles de l'Empire japonais et leur défaite éventuelle. À mesure que l'Empire japonais commença à perdre du territoire entre 1943 et 1945, la brutalité de ses forces armées s'intensifia. La doctrine officielle du haut commandement, soutenue par la figure de l'empereur, prônait la devise « mourir plutôt que se rendre », comprise comme une obligation morale et militaire. Cette idée imprégnait l'armée, la population civile des territoires sous contrôle japonais et les administrateurs impériaux sur les îles stratégiques du Pacifique. La reddition était vue comme un déshonneur absolu. Être capturé par les forces ennemies équivalait à perdre son humanité. Cette vision extrême transforma chaque défaite en un scénario où la mort primait sur la survie. La bataille de Seppan, en 1944, devint l'exemple le plus dramatique de cette politique. Lorsque les défenses japonaises s'effondrèrent, des milliers de civils, principalement des familles déplacées par le Japon pour coloniser l'île, furent incités à se suicider plutôt que de tomber prisonniers. Soldats et fonctionnaires impériaux diffusèrent l'idée que les Américains tortureraient ou tueraient quiconque se rendrait. Cette propagande donna lieu à des scènes de désespoir. Des groupes entiers se jetèrent depuis des falaises, désormais connues sous le nom de « falaises Banzai » et de « falaises du suicidé ». Il y eut aussi des soldats blessés qui, ne voyant aucune possibilité de contre-attaque, choisirent de se suicider avec des grenades ou en chargeant vers les lignes américaines. Dans le même esprit naquit le phénomène des kamikazes, formalisé en 1944. Ces pilotes, entraînés pour écraser délibérément leurs avions chargés d'explosifs contre les navires alliés, répondaient à une motivation idéologique mêlant obéissance absolue, mysticisme nationaliste et la croyance en le devoir suprême de mourir pour l'empereur. Des milliers de jeunes furent instruits pour ces missions, généralement avec quelques heures de vol seulement. Tactiquement, les kamikazes réussirent à couler des navires et à endommager des dizaines d'unités navales, mais ils ne purent altérer le cours de la guerre. Cependant, leur emploi montra la volonté japonaise de sacrifier des vies en masse face à l'avancée alliée. Pendant cette période, les exécutions de prisonniers alliés se multiplièrent également avant le retrait des positions qui allaient être prises. Aux Philippines, en Nouvelle-Guinée, à Bornéo et dans d'autres zones, les forces japonaises tuèrent des prisonniers pour éviter leur libération ou leur capture. Dans certains cas, ces exécutions étaient réalisées en masse à l'approche des troupes américaines ou australiennes. La perception que la défaite signifiait un effondrement total poussa de nombreuses garnisons à éliminer les témoins des abus et à appliquer des punitions extrêmes, même lors de leurs derniers jours de contrôle territorial. Dans les derniers mois, lorsque la défaite devenait inévitable, certaines unités japonaises recoururent à des massacres de civils dans une spirale de désespoir militaire. La violence s'intensifia dans des territoires comme Manille, où les troupes encore en résistance eurent recours à des meurtres indiscriminés, des incendies et des exécutions collectives. En même temps, le Japon vivait une situation de crise totale.
La stratégie alliée de bombardements incendiaires transforma les villes en cibles directes du conflit. Dans la nuit du 9 au 10 mars, un raid massif de bombardements incendiaires fut lancé sur la capitale, détruisant de vastes secteurs résidentiels. On estime qu'il y eut plus de 100 000 morts et près d'1 million de personnes se retrouvèrent sans abri. La plupart des habitations étaient en bois et en papier, conçues pour résister aux tremblements de terre, mais non aux bombardements. Le feu se propagea rapidement, provoquant des incendies dévastateurs qui engloutirent maisons, usines et services essentiels. Les routes d'approvisionnement furent interrompues par le blocus maritime allié, les lignes de transport détruites, et la pénurie de carburant rendit difficile les envois de nourriture et de vivres. Cela entraîna une famine généralisée, une pénurie chronique de provisions et un effondrement de la distribution des aliments, exacerbant la misère urbaine. Le gouvernement militaire renforça la propagande pour maintenir le moral. Par le biais des médias officiels et des mécanismes de contrôle social, il encourageait l'idée de résistance jusqu'au bout, présentant les bombardements comme des atrocités de l'ennemi et incitant la population à tenir bon malgré la souffrance. Les autorités mobilisèrent des jeunes, des femmes et des citoyens dans le cadre de la défense civile, axés sur la surveillance des incendies, les premiers secours et les patrouilles communautaires, dans un contexte de contrôle social renforcé. Face à l'attente d'une invasion alliée du territoire japonais, de nombreuses communautés, milices locales et même des citoyens ordinaires commencèrent à improviser leur défense. Fabrication artisanale d'armes rudimentaires, barricades, refuges anti-aériens et préparation aux combats urbains. L'idée de défendre la patrie provoqua une mobilisation populaire désespérée, avec des hommes et des femmes recrutés pour des travaux forcés, la collecte de matériaux et la construction d'obstacles défensifs. En moins d'1 an, le Japon devint un territoire hostile pour sa propre population, et la vie civile cessa d'exister en tant que telle. La survie et la guerre se fondirent dans une même expérience collective marquée par la souffrance, la désolation et la violence. Et pourtant, cela n'était rien comparé à l'horreur qui allait bientôt descendre du ciel. Le 6 août 1945, les États-Unis lancèrent la première bombe atomique sur Hiroshima. La décision fut motivée par des calculs militaires visant à éviter une invasion directe de l'archipel japonais, une opération qui nécessiterait des millions de soldats et qui était estimée causer un nombre énorme de pertes, tant américaines que japonaises. Dans les plans de guerre, la conquête des principales îles promettait une résistance acharnée. C'est pourquoi l'utilisation de l'arme nucléaire fut considérée comme un moyen d'accélérer la fin du conflit. L'explosion à Hiroshima provoqua une dévastation immédiate. La ville fut anéantie, des dizaines de milliers de personnes moururent instantanément et l'infrastructure urbaine fut réduite à des ruines brûlantes. Les autorités japonaises reçurent les premiers rapports de destruction, mais le gouvernement ne parvint pas à un consensus sur la reddition. Des secteurs influents du haut commandement militaire insistaient pour continuer la guerre, convaincus qu'ils pouvaient infliger suffisamment de dégâts à une invasion hypothétique pour forcer une négociation plus favorable. 3 jours plus tard, le 9 août, une deuxième bombe atomique fut lancée sur Nagasaki. La destruction fut encore catastrophique, avec des milliers de morts immédiates et un niveau de dommages comparable à celui vu à Hiroshima. Cependant, même après cette nouvelle explosion, la reddition ne fut pas automatique, car une partie de la hiérarchie militaire défendait la résistance absolue comme une obligation nationale, s'appuyant sur la doctrine de se battre jusqu'à la dernière ressource disponible. Le même jour, un événement modifia complètement la situation stratégique. L'Union soviétique déclara la guerre au Japon et lança l'invasion de la Mandchourie. L'offensive soviétique fit échouer toute attente japonaise d'utiliser Moscou comme médiateur pour une paix négociée et ouvrit un front terrestre que l'armée japonaise n'avait pas la capacité de contenir. Les réunions internes du gouvernement devinrent tendues et prolongées, tandis que certains ministres et chefs militaires refusaient d'accepter la capitulation, d'autres avertissaient que le pays ne pouvait plus résister à davantage de pression. Au milieu de cette impasse, l'empereur intervint directement pour décider de la direction à suivre. Sa participation fut déterminante. Il ordonna d'accepter les termes imposés et de mettre fin à la guerre. Le 15 août 1945, Hirohito prononça pour la première fois sa voix devant tout le Japon par le biais d'un enregistrement radio, le Gyokon Ozo, ou discours de reddition de l'empereur, annonçant que le gouvernement acceptait la reddition.
Dans son message, il expliqua que la guerre n'avait pas évolué nécessairement en faveur du Japon et admit l'existence d'une nouvelle et cruelle bombe comme cause de sa décision. La réaction au sein de l'armée fut choquante et divisée. Certains secteurs refusèrent dans un premier temps d'obéir à l'ordre. Un coup d'État fut tenté la nuit précédant l'annonce pour empêcher la diffusion du discours. Mais la résistance du ministre de la Guerre et l'absence de soutien de la part de certains officiers clés désactivèrent la rébellion. Quelques mois plus tard, le 2 septembre 1945, les représentants japonais signèrent formellement la reddition à bord du cuirassé USS Missouri, scellant ainsi la fin des hostilités et la dissolution de l'appareil militaire de l'ancien empire. Par cet acte, le Japon accepta l'autorité alliée sur ses forces armées et un processus obligatoire de désarmement et de démantèlement militaire commença. Ainsi prit fin officiellement l'existence de l'Empire japonais en tant que puissance militaire, marquant la fin de la guerre. Le legs des atrocités japonaises. Après la reddition du Japon, le tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient, également connu sous le nom de procès de Tokyo, fut convoqué pour juger les dirigeants de l'ancien empire japonais responsables de crimes de guerre, d'agression et de violation des lois de la guerre. Plusieurs généraux, officiers et figures politiques furent condamnés. Par exemple, l'ex-premier ministre Koki Hirota fut reconnu coupable de crimes contre la paix et exécuté. D'autres officiers, comme Tasuku Okada qui avait ordonné l'exécution de prisonniers américains, furent également jugés, condamnés et exécutés. Cependant, le traitement des responsables des atrocités commises par l'unité 731 et d'autres programmes de guerre biologique fut totalement différent. Bien que certains membres de l'unité 731 aient été capturés par l'Union soviétique, 12 d'entre eux furent jugés en 1949 et condamnés à des peines de prison, mais leurs commandants clés échappèrent à toute sanction. Parmi eux, Shiro Ishii, le leader du programme, qui ne fut jamais poursuivi. Les États-Unis, sous l'administration militaire d'occupation, décidèrent d'accorder une immunité totale à de nombreux scientifiques et officiers de l'unité 731 en échange des données résultant de leurs expériences biologiques. La différence fondamentale avec le traitement des criminels nazis en Europe est notable, alors qu'en Europe de l'Axe, de nombreux hauts responsables nazis furent jugés, condamnés ou exécutés pour crimes de guerre. Dans le cas japonais, un groupe crucial de criminels impliqués dans la guerre biologique échappa au jugement, resta libre et certains poursuivirent même leur carrière professionnelle. Cette double norme fut rendue possible par des décisions politiques des puissances victorieuses, notamment des États-Unis, qui privilégièrent les données scientifiques sur la justice. Ainsi, bien qu'il y ait eu des condamnations dans les tribunaux de Tokyo et dans des procès plus petits, tels que les procès de Yokohama, les crimes systématiques de guerre biologique, considérés comme parmi les plus atroces du conflit, restèrent largement impunis, perpétuant l'impunité de ceux qui planifièrent et exécutèrent ce qui est aujourd'hui considéré comme faisant partie de l'Holocauste asiatique. Les analyses ultérieures considèrent que la brutalité extrême du militarisme japonais pendant la première moitié du XXe siècle ne surgit pas de manière spontanée, mais résulte d'un ensemble de facteurs profonds qui convergèrent pour transformer l'Empire en une machine de violence systématique. L'une des racines centrales fut la réinterprétation ultranationaliste du Bushido, l'ancien code des samouraïs. Dans sa forme originale, le Bushido combinait discipline, loyauté et autodiscipline, mais à partir de la fin du XIXe siècle et surtout pendant l'ère militariste, il fut réécrit pour glorifier l'obéissance aveugle à l'empereur, le sacrifice absolu et l'idée que la mort était préférable à la reddition. Cette version déformée devint la doctrine officielle dans les académies militaires et les écoles, inculquant aux soldats et aux civils que la vie individuelle n'avait aucune valeur face au devoir impérial. À cela s'ajoutèrent les humiliations internationales accumulées qui façonnèrent la mentalité japonaise pendant des décennies. Le Japon, malgré ses victoires contre la Chine et la Russie, fut traité comme une puissance de second ordre par l'Occident. Le rejet de sa proposition d'égalité raciale en 1919, les lois anti-immigration américaines et les traités navals qui limitaient sa flotte alimentèrent un ressentiment profond. La perception d'avoir été discriminé par les puissances blanches devint un carburant idéologique pour justifier l'expansion militaire comme une réparation historique. Sur le plan interne,
La crise économique et le discrédit politique après la Grande Dépression érodèrent l'autorité des gouvernements civils. Les partis furent considérés comme corrompus ou impuissants face au chaos financier, ce qui ouvrit un espace aux officiers radicalisés qui promouvèrent les meurtres politiques et les coups d'État ratés. L'atmosphère d'instabilité permit à des secteurs militaires extrémistes de se présenter comme les sauveurs de la nation, justifiant la violence comme un outil légitime pour purifier l'État. Lorsque l'armée parvint à prendre le contrôle absolu de l'appareil d'État, la violence perdit toute limite. Les décisions fondamentales ne passaient plus par les parlements ni les cabinets civils, mais par des commandants militaires qui répondaient directement à leur propre hiérarchie et à une interprétation mystique du devoir envers l'empereur. L'absence totale de contrôle civil permit que des opérations et des atrocités soient planifiées sans frein institutionnel. Un autre élément clé fut la déshumanisation raciale systématique des Chinois, Coréens, Mongols et d'autres peuples d'Asie. Les doctrines impériales enseignèrent que le Japon avait une mission historique de leadership sur les races inférieures. Cette idéologie imprégnait toute l'armée et justifiait les massacres, les viols, les travaux forcés et les expérimentations humaines comme des actes nécessaires à la suprématie japonaise. La brutalité n'était pas perçue comme un excès, mais comme l'accomplissement d'un devoir. D'autre part, les dynamiques internes de l'armée manchurienne, en particulier dans l'armée du Kwantung, générèrent une sous-culture militaire particulièrement cruelle. Fonctionnant avec une autonomie presque totale, ces officiers développèrent des pratiques de violence extrême qu'ils exportèrent ensuite vers le reste du front asiatique. Leur attitude de désobéissance, leur mépris pour la vie civile et leur utilisation systématique de la terreur devinrent la norme et façonnèrent la conduite militaire dans toute la région. L'occupation japonaise laissa des séquelles profondes dans chaque région soumise. En Chine, l'impact humain fut catastrophique. Les estimations académiques situent souvent le nombre de morts entre 10 et 20 millions, en tenant compte des massacres, des famines induites, de la répression, des travaux forcés, des expérimentations médicales et des campagnes militaires. Des régions entières furent ravagées, l'infrastructure agricole s'effondra et des villes comme Nankin, Wuhan ou Canton subirent des destructions massives. L'économie fut dévastée, avec des millions de déplacés et des pertes incalculables dans les industries, les transports et la production alimentaire. En Corée, où le Japon exerça un contrôle direct pendant 35 ans, entre 1910 et 1945, l'occupation signifia une transformation violente du tissu social. Des milliers de Coréens furent recrutés comme travailleurs forcés dans des mines, des usines ou sur les fronts de guerre. Le système d'esclavage sexuel, connu sous le nom de femmes de réconfort, toucha des dizaines de milliers de Coréennes. La répression culturelle fut intense, les noms coréens furent interdits, la langue japonaise imposée dans l'éducation et la totale assimilation recherchée sous le concept de Naisen Itai. La perte économique et les fractures sociales marquèrent le pays pendant des décennies. Aux Philippines, l'occupation fut accompagnée de violences systématiques. Le massacre de Manille en 1945 fit environ 100 000 morts parmi les civils, l'un des pires crimes du théâtre du Pacifique. À cela s'ajoutèrent des famines, des épidémies, la destruction de l'infrastructure et la répression militaire. Le pays resta dévasté économiquement, avec des villes détruites et un système politique fracturé. En Asie du Sud-Est, le Japon réorganisa des territoires comme l'Indonésie, la Malaisie et la Birmanie pour une exploitation économique intensive. Des récoltes, du pétrole, du caoutchouc et des minéraux stratégiques furent réquisitionnés. Des millions de travailleurs locaux furent contraints de construire des routes, des chemins de fer et des fortifications. Le Romusha, système de travail forcé en Indonésie, toucha entre 4 et 10 millions de personnes, avec des taux de mortalité extrêmement élevés. La région sortit de la guerre profondément appauvrie, avec des crises sanitaires, une pénurie chronique et des économies paralysées. Le Japon adopta une relation complexe et ambivalente avec son propre passé. Bien que le pays ait signé la reddition et accepté les procès internationaux, la mémoire des atrocités commises par l'Empire fut traitée de manière fragmentée. Dans les premières décennies de l'après-guerre, une négation partielle prévalut, notamment concernant des crimes comme le massacre de Nankin, l'esclavage sexuel ou l'expérimentation humaine. Certains secteurs politiques soutinrent que les chiffres étaient exagérés ou que les preuves manquaient, tandis que d'autres défendèrent la nécessité de reconnaître pleinement les faits.
Les disputes autour des manuels scolaires sont devenues l'un des symboles les plus visibles de cette tension. Les révisions, poussées par des groupes conservateurs, minimisèrent les actes d'agression, adoucirent les descriptions des massacres ou supprimèrent les références directes aux violations des droits humains. Ces changements suscitèrent des protestations internes et de vives critiques internationales, en particulier de la part de la Chine et de la Corée du Sud. Au Japon, des débats intenses eurent lieu concernant les excuses officielles. Certains premiers ministres firent des déclarations de repentance, tandis que d'autres employèrent des formulations ambiguës ou évitaient les références explicites à la responsabilité militaire. Cette oscillation rendit difficile l'adoption d'une position cohérente. En conséquence, les tensions avec la Chine et la Corée perdurent jusqu'à aujourd'hui. Les visites de responsables japonais au sanctuaire Yasukuni, les disputes historiques et les demandes de réparation de la part des victimes restent des points sensibles qui influencent les relations diplomatiques en Asie du Nord-Est. L'Empire japonais se distingue dans l'histoire moderne par la combinaison extrême d'idéologie, de structures militaires et de déshumanisation qui soutenaient ces crimes. Contrairement à d'autres États autoritaires, le Japon transforma l'obéissance absolue à l'empereur en un principe quasi sacré, fusionnant la tradition guerrière, l'ultranationalisme et une réinterprétation rigide de l'honneur qui éliminait toute limite morale sur le champ de bataille. Cet état d'esprit, allié à un système militaire autonome sans contrôle civil, permit que des atrocités comme celle de Nankin, les expériences humaines de l'unité 731 ou les massacres aux Philippines soient exécutés avec une discipline bureaucratique et une approbation institutionnelle. Dans ce sens, les crimes japonais sont comparables à ceux du nazisme. Les deux régimes utilisèrent la guerre totale comme outil idéologique, justifièrent la violence par des doctrines raciales et administrèrent l'extermination avec des méthodes systématiques. Bien que les objectifs diffèrent, entre expansion impériale dans un cas et génocide programmé dans l'autre, le schéma de déshumanisation, d'expérimentation sur des civils, d'esclavage, de viols massifs et de meurtres en masse révèle une cruauté structurelle capable de détruire des sociétés entières.